Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Livre en série, donc la partie du podcast Histoire en série qui met en avant les ouvrages, les livres qui parlent des séries. Et souvent dans cette émission-là, on a affaire à l'excellente collection qui est parue aux presses universitaires François Rabelais, la collection qui s'appelle Serial. Et l'un des derniers ouvrages sortis dans cette collection-là est l'œuvre de Pierre-Olivier Toulza. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Nicolas. Alors, on est réunis aujourd'hui, Pierre-Olivier, pour évoquer votre dernier ouvrage sorti donc aux presses universitaires François Rabelais. C'est un ouvrage que vous avez intitulé Backstage, scènes et coulisses des séries musicales. Alors, avant que vous nous présentiez, Pierre-Olivier, cet ouvrage, je vais moi vous présenter. Vous êtes donc maître de conférence en études cinématographiques à l'Université de Paris et donc vous avez décidé de rédiger un ouvrage sur peut-être quelque chose qui peut nous paraître de prime abord exotique, entre guillemets, de par le titre Backstage, scènes et coulisses, surtout c'est très intéressant, et de séries musicales en particulier. Voilà des séries dont on parle peu dans Histoire en série, puisque effectivement on a fait une émission dessus, et c'était sur Westworld, la musique, puis on a vu une autre avec un peu plus tôt sur ces séries-là, mais elles sont très très peu évoquées. Alors, Pierre-Olivier, en premier, peut-être avant de parler des séries que vous avez évoquées, cet ouvrage, faites-nous une présentation rapide et une présentation qui nous dit en gros quel a été votre but en l'écrivant. D'accord. Alors écoutez, en fait, c'est un ouvrage qui porte, comme vous l'avez expliqué Nicolas, sur un cycle en fait de séries musicales des années 2010, des séries qui ont été en fait plutôt donc vues et commentées en France et aux États-Unis, à savoir donc des séries comme Glee, Tremé, Smash, Empire et d'autres, évidemment. Voilà. Alors, cet ouvrage, en fait, avait pour but de s'intéresser à la variété, à la richesse de ce cycle, puisque, voilà, comme vous pouvez le noter, on a à la fois des séries musicales donc, qui sont diffusées sur les séries, sur les chaînes, pardon, du câble, aussi sur les networks, des séries très populaires comme Glee et Empire, et des séries un petit peu plus élitaires, donc diffusées sur les chaînes du câble. Je m'intéresse aussi dans ce livre à des séries qui sont davantage centrées sur le chant, comme Glee en particulier, à des séries qui ciblent davantage la pratique instrumentale, comme Tremé, ou la danse, comme Pose. Voilà, donc il y a une grande variété dans ce cycle, et c'est ce que j'ai essayé de pointer, de montrer dans cet ouvrage. Alors, Pierre-Olivier, vous travaillez au quotidien avec les études cinématographiques, vous rencontrez régulièrement les séries. Peut-être, ce serait aussi intéressant déjà pour commencer, par rapport aux auditeurs, la genèse de ce livre. Pourquoi avoir fait un livre sur ça et comment vous l'avez construit jusqu'à la mener au bout, jusqu'à la parution dans la collection Serial des presses universitaires François Rabelais? Alors, donc c'est un ouvrage qui est parti à la fois de mon intérêt qui est déjà assez ancien sur des formes cinématographiques, donc notamment la comédie musicale, sur laquelle j'ai pas mal travaillé, donc avec mes étudiants en cours, avec aussi des collègues chercheurs français et étrangers à l'occasion de projets collectifs, d'une part. Et d'autre part, donc c'est un ouvrage qui part aussi de mon intérêt de chercheur sur les séries télévisées contemporaines sur lesquelles j'ai travaillé. Donc finalement, c'était un petit peu l'occasion avec cet ouvrage de croiser ces deux centres d'intérêt sur le cinéma musical et sur les séries télévisées,
pour aborder donc finalement ces séries musicales qui, comme vous l'avez indiqué, étaient assez peu étudiées par la recherche universitaire en France avant ce livre. Voilà. Alors, même si, évidemment, pour être complet, donc certaines des séries que j'aborde dans ce livre, notamment Trémé, ont fait l'objet de plusieurs articles ou études sérieuses en France ou à l'étranger. Mais ce qui était peut-être véritablement nouveau dans cet ouvrage, c'était de s'intéresser à la totalité de ce cycle, de considérer vraiment l'ensemble de ces séries. Ensuite, ce projet d'ouvrage, donc, il est parti d'une approche donc, qui est spécifique et qui a été la mienne dans cet ouvrage, c'est-à-dire de s'intéresser dans ces séries, certes aux récits, aux histoires, bien sûr, mais surtout en fait aux moments spectaculaires que nous proposent ces séries, donc qui sont de véritables attractions, je pense, pour les spectateurs, c'est-à-dire avant tout de mettre l'accent sur les moments chantés, dansés, qui font tout le sel, je pense, pour les spectateurs de ces séries. Voilà. Ensuite, autre aspect, ce qui m'a vraiment intéressé, qui est à la base de ce projet, c'est de montrer que les séries en général, et ces séries en particulier, sont vraiment au croisement de divers médias, ou plutôt de diverses traditions médiatiques américaines, puisque en étudiant ces séries, donc je me suis intéressé de façon très précise à des formes télévisées comme les concours de talent qui ont eu beaucoup d'influence sur la forme de ces séries, mais je me suis aussi beaucoup intéressé aux spectacles musicaux théâtraux qui influencent la forme de plusieurs séries. Voilà, donc ce sont vraiment des productions qui sont au croisement d'enjeux qui sont à la fois des enjeux spectaculaires, en quelque sorte, et aussi d'enjeux médiatiques que l'on retrouve vraiment dans cet ouvrage. Pierre-Olivier, vous avez commencé à évoquer depuis tout à l'heure avec nous ensemble un certain nombre de séries. Peut-être, on ne va pas toutes les présenter bien sûr, mais retenir dans le corpus celles qui vous ont le plus marqué dans l'utilisation pour votre démonstration. Peut-être pas les plus connues. Bon, vous avez évoqué bien sûr des connues qu'on a déjà évoquées dans l'histoire en série, comme Trémé, l'excellente série musicale de David Simon sur la Nouvelle-Orléans par exemple. Il y en a d'autres. Alors, lesquelles ont retenu votre attention peut-être plus que les autres et pourquoi, Pierre-Olivier ? Alors, plusieurs, c'est véritablement évidemment retenu mon attention dans ce livre. Vous avez évoqué Trémé, dont je pourrais vous parler des heures. Alors peut-être des séries un tout petit peu moins connues en France, donc sont aussi abordées dans ce livre. Je pense en particulier à des séries comme Empire et Nashville, qui sont tout à fait intéressantes. Alors Nashville, comme son titre l'indique. Donc, c'est une série qui se déroule, dont l'histoire se déroule dans la capitale du Tennessee et qui porte sur l'univers de la musique country. C'est une série qui a été diffusée pour ses premières saisons par le network ABC, donc il y a eu beaucoup de succès dans ses premières saisons, et qui est intéressante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une série qui a été créée par Callie Khouri, qui est en fait la scénariste du film Thelma et Louise, ce qui explique que c'est une série qui comporte une dimension féministe et qui est tout à fait intéressante et originale dans mon corpus de séries. Ensuite, c'est une série que j'ai trouvée tout à fait intéressante à étudier en raison du soin qui est apporté dans chacun des épisodes au traitement, à la mise en scène des séquences musicales, donc des chansons, en fait, des séquences de chansons qui sont généralement filmées, mises en scène avec, alors peut-être pas une forme de sophistication, mais du moins un soin qui est tout à fait exceptionnel dans ces séries-là. L'interprétation aussi dans cette série est tout à fait remarquable.
Et voilà ce qui fait l'intérêt de cette série, pour le dire très rapidement, évidemment. Alors, Pierre-Olivier, si on regarde maintenant l'ouvrage en détail, bon, outre après l'introduction, vous avez défini ce terme d'ailleurs très intéressant de spectacle télévisuel. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous entendez derrière. Alors, spectacle télévisuel, absolument. Donc, c'est finalement une notion sur laquelle je reviens à plusieurs reprises dans le livre. Alors, je pars en fait dans l'introduction de l'idée que les séries télévisées contemporaines sont souvent appréciées à juste titre par leur public, par les critiques, par la presse, pour leur scénario, donc évidemment pour la complexité et le raffinement de leur scénario, mais peut-être plus rarement pour leur moment de spectacle, c'est-à-dire des moments qui souvent viennent, alors parfois interrompre littéralement la narration pour proposer aux spectateurs des séquences dans lesquelles il s'agit avant tout de profiter du spectacle visuel, donc des formes visuelles qui sont proposées à notre attention. Et donc, alors je pense que ces moments de spectacle ne sont évidemment pas propres aux séries que j'étudie, puisque de nombreuses séries contemporaines, donc depuis plusieurs années, proposent ce type de moments. Voilà. Cela dit, l'unité en fait du cycle de séries musicales contemporaines vient aussi de cet aspect spectaculaire, c'est-à-dire que en dépit de la diversité des séries que j'étudie, donc je vous parlais de séries qui sont parfois centrées sur la danse, parfois sur la pratique instrumentale, parfois sur le chant. Le point commun que l'on retrouve dans ces différentes séries, c'est que dans chacun des épisodes, l'intérêt peut être certes porté sur le scénario, sur les différents arcs narratifs, sur la complexité narrative, mais avant tout, ce que l'on va retrouver, c'est toujours une ou deux séquences qui sont particulièrement surprenantes, étonnantes, en raison du type d'attraction véritablement visuelle ou auditive qu'elle nous propose. Voilà. Alors, pour prendre un exemple, pour être peut-être un peu plus concret, je pense au premier épisode, en particulier de la série Pose, donc, qui est une série créée entre autres par le bien connu Ryan Murphy de Glee et de Nip Tuck en particulier. Alors, dans cette série, donc, on a un scénario donc, qui est évidemment tout à fait bien construit, tout à fait intéressant, mais dès le premier épisode, l'accent va être aussi porté sur des séquences qui sont tout à fait étonnantes et qui se déroulent donc, dans l'univers du milieu, donc dans l'univers de la culture du voguing aux États-Unis, et qui donne lieu à des séquences de danse ou de performance, plus généralement, qui sont tout à fait étonnantes. Voilà. Alors ça tient à plusieurs choses. Ça tient au raffinement des costumes, ça tient à des questions de mise en scène, à des numéros parfois véritablement d'acteurs qui permettent de transformer de simples séquences en attractions visuelles qui sont stupéfiantes. Alors, pour vous rassurer, donc je ne suis évidemment pas le seul donc à m'intéresser à ces spectacles télévisuels. Et donc lorsqu'on essaie de s'intéresser un petit peu aux questions de réception de ces séries, en particulier par des publics ordinaires, donc je pense aux posts que l'on va trouver sur Internet, par exemple, sur des vidéos YouTube de ces séries, et bien très souvent, les spectateurs, les internautes, commentent justement ces moments de performance, ces moments de spectacle, et ils les commentent peut-être davantage que les questions narratives, que les questions de récit dans ces séries. Votre première partie, Pierre-Olivier, vous l'avez intitulée Performance en série. Elle se divise en
en deux chapitres, pardon, et des talents shows aux séries TV, et puis des talents shows aux séries TV, pardon, et puis les paradoxes de la culture et du musical. Qu'est-ce que vous voulez montrer dans cette première partie exactement pour les auditeurs? Alors, dans cette première partie, je voulais revenir sur un élément à la fois simple mais crucial, me semble-t-il, pour ces séries. C'était tout simplement la place occupée par les performances musicales, performances chantées, performances dansées, dans toute leur diversité. Voilà, donc le but avant tout, c'était d'insister sur cet aspect spectaculaire absolument crucial. Ensuite, il m'est apparu que les performances en question étaient véritablement modelées sur des performances dans d'autres médias ou dans d'autres formats télévisuels. D'où l'intérêt d'aller s'intéresser au lien de ces séries musicales avec les télécrochets, les talent shows musicaux du type American Idol, So You Think You Can Dance, etc. Donc, je suis allé explorer ce lien, cette relation dans le premier chapitre de l'ouvrage pour montrer combien les liens sont étroits entre ces séries des années 2010 et des émissions de talent qui leur sont contemporaines. Donc, sans entrer dans les détails, évidemment, mais ça tient à beaucoup de choses. Ça tient, par exemple, au fait que l'on va retrouver, évidemment, des acteurs et des actrices, des interprètes dans des séries télévisées qui, auparavant, se sont fait connaître dans des talent shows et réciproquement, bien sûr. Ça tient aussi à la porosité véritablement des formats. C'est-à-dire que dans ces séries qui mêlent récits et moments de spectacle, eh bien, on retrouve un type de format qui est finalement assez fréquent dans les talent shows. Dans le deuxième chapitre, donc, je me suis intéressé à une filiation qui est peut-être moins évidente et qui est celle du théâtre musical, c'est-à-dire au croisement entre la culture du théâtre musical, de Broadway, des grands spectacles de Broadway, et la culture des séries télévisées. Donc, il s'agit évidemment de deux mondes qui peuvent paraître assez éloignés en termes de public, notamment. Mais donc, j'ai voulu, dans ce chapitre, explorer les transferts véritablement entre théâtre musical et série backstage. Alors, transfert, par exemple, si l'on songe à des archétypes, comme l'archétype de la diva, donc, qui est présent évidemment dans le théâtre musical et qu'il est aussi dans certaines de ces séries télévisées. Voilà. Et votre deuxième partie s'intitule Stratégie transmédiatique, divisée elle aussi en deux chapitres. Le premier, la participation des publics, et le deuxième, qui est le chapitre 4, Synergie, les coulisses industrielles et juridiques du backstage. On va y revenir, celle-là aussi, c'est très très intéressant, notamment avec le modèle des séries Disney. Mais tout d'abord, dites-nous dans ce chapitre 3, qui est le premier de la seconde partie, intitulé La participation des publics, comment vous avez voulu montrer ça? Vous pensez à quoi quand vous dites la participation des publics? Alors, avec ce chapitre 3, la participation des publics, donc j'ai souhaité en fait montrer que dans la fiction, évidemment, donc les performances musicales qui nous sont présentées visent toujours donc à la participation d'un public au sein de la fiction. C'est-à-dire que constamment, donc on nous présente des spectacles qui sont pseudo-live, c'est-à-dire qui sont toujours censés se dérouler en public. Alors c'est un petit peu paradoxal, là, puisque certaines des séries que j'étudie, la série Vinyle par exemple, s'intéressent donc à la vie d'une maison de disques, donc à des questions de production, et pourtant toutes les performances qui nous sont présentées sont des performances en public, c'est-à-dire des concerts par exemple, ou des répétitions, mais sous l'œil évidemment de producteurs, qui sont en quelque sorte nos représentants dans la fiction, bien évidemment. Et donc, j'ai souhaité montrer le lien dans ces séries, entre la présence à l'écran de ces publics et l'implication
possible des spectateurs des séries, dont une forme de participation est visée. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il s'agissait de séries qui tentent, en fait, de multiples reprises, de faire participer leur public, alors que ce soit en proposant des formes d'interprétation et de performance au public après avoir visionné la série. Donc, Glee a beaucoup misé sur ce terrain-là en proposant, par exemple, des applications de karaoké à ses publics. Alors, on trouve aussi beaucoup de spectateurs, de fans qui se sont livrés à des créations sur Internet, c'est-à-dire des reprises des chansons qui sont particulièrement marquées. Voilà, donc il y a vraiment toute une gamme d'investissements des publics à travers ces séries, d'investissements transmédiatiques qui passent par la question de la performance. Donc, la performance est représentée, mais ce qui est aussi visé très souvent, c'est une participation publique, c'est-à-dire que le public se mette lui aussi à participer. Et donc tout l'enjeu de ce chapitre, c'était d'essayer d'étudier les mécanismes de cette participation possible des spectateurs. Et donc, si on vous suit là-dessus, Pierre-Olivier, par rapport à ça, justement, les coulisses industrielles et juridiques du backstage, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je disais tout à l'heure, avec notamment, vous avez parlé du modèle des séries Disney, par exemple. Oui, alors, donc ça, c'est un aspect qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre. C'est-à-dire que je ne souhaitais pas, en fait, me concentrer uniquement sur des questions de représentation, mais je souhaitais également étudier ces séries musicales comme un phénomène véritablement industriel et aussi juridique. Donc, dans le chapitre 4 que vous avez mentionné, donc je vais précisément, en effet, m'intéresser à ces coulisses véritablement industrielles et juridiques, donc en commençant, en effet, par le modèle narratif, modèle musical et aussi industriel qui est fourni par les productions et les séries télévisées Disney. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement des productions Disney qui, dans les années 2000 et au début des années 2010, nous proposent des fictions que j'appelle des fictions backstage, de coulisses, c'est-à-dire, grosso modo, des fictions dans lesquelles les personnages sont des artistes qui sont des musiciens, des chanteurs, des danseurs qui préparent des représentations, par exemple dans High School Musical, dans Hannah Montana, etc. Voilà. Donc, ces fictions Disney, ces séries, ces franchises fournissent un modèle narratif à plusieurs séries. Par exemple, à la série Glee, qui sera produite à partir de 2009. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces fictions fournissent un modèle aussi musical, c'est-à-dire en termes de style et de genre musical privilégié dans ces fictions, et aussi de modèles industriels. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ces séries Disney ne vont pas se contenter en fait de proposer aux spectateurs des fictions unitaires ou des fictions sérielles, mais vont en fait proposer évidemment aux téléspectateurs de continuer l'expérience en quelque sorte de la série avec des morceaux de musique ou des disques que le spectateur va pouvoir entendre à la radio, sur les radios Disney, et des morceaux de musique et des disques qu'il va aussi pouvoir acquérir, bien sûr, pour pouvoir donc, continuer à écouter les chanteurs des séries en question. Voilà. Et donc, cette idée-là, qui avait évidemment été déjà expérimentée auparavant par le
cinéma hollywoodien, va être totalement reprise et systématisée par la plupart des séries que j'étudie. C'est-à-dire que ce qui a fait le succès de Glee, ce qui a fait le succès aussi de Empire, de Nashville et d'autres, c'est bien entendu la qualité des séries en question, mais c'est aussi, bien sûr, leur capacité à proposer toutes les semaines, tous les mois, de façon régulière, aux spectateurs, des titres qu'il va pouvoir acheter sur des plateformes diverses de téléchargement. C'est aussi la capacité de ces séries à proposer aux spectateurs donc des albums, des compilations de façon régulière, et aussi des tournées des tournées de concerts. Voilà, donc c'est finalement autour de ces séries tout un modèle extrêmement cohérent de coopération entre les industries culturelles, entre les secteurs de production de séries et aussi de production de musique que j'ai voulu explorer. Donc en fait, ce n'est pas finalement un ouvrage qui porte uniquement sur des questions de télévision, hein, mais qui a aussi pour ambition, évidemment, de montrer ces croisements entre les industries culturelles, véritablement. Et dans votre dernière partie, que vous avez intitulée Des mélodrames du talent et du travail, hein, divisée elle aussi en 2 chapitres, les performers au travail et le talent révélé, pardon. Vous, là-dessus, vous parlez peut-être un peu plus du spectacle lui-même, mais surtout de ceux qui font ce spectacle à travers ces séries musicales. Oui, absolument, vous avez raison, hein, parce que donc dans le chapitre 5, donc je reviens plus précisément, absolument, sur véritablement la question des interprètes dans leur lien, en effet, au travail. Donc, ce qui m'a intéressé dans ce chapitre, c'est de montrer que leur sujet, c'est véritablement de montrer ce que c'est que le travail et l'effort, non seulement dans les secteurs de la musique, de la danse, etc., mais aussi voilà, plus largement dans la société contemporaine, puisqu'il s'agit évidemment de sociétés, de séries qui sont toutes des séries d'aujourd'hui, des séries contemporaines. Alors, la spécificité de ces séries, de façon étonnante, c'est de montrer la rudesse du travail dans ces univers, du divertissement, de montrer la concurrence aussi acharnée qui règne dans ces secteurs. Alors je dis de façon un peu paradoxale, puisque quand on songe à des séries comme Glee ou à High School Musical ou Smash, donc on imagine des séries plutôt évidemment légères, des séries comiques, alors c'est le cas, hein, mais ça ne les empêche pas de pointer, je pense, à plusieurs reprises, ces questions-là, c'est-à-dire la concurrence véritablement acharnée de tous contre tous qui règne dans ces secteurs. Alors, il ne faudrait évidemment pas croire qu'il s'agit de séries univoques, hein, pas du tout. Donc, ce sont des séries, je pense, profondément complexes, des séries ambivalentes aussi, donc qui vont, d'une part, évidemment, pointer les inégalités des secteurs du divertissement, qui vont pointer la concurrence qui est dans ces secteurs, le règne de l'évaluation que l'on y trouve, mais bien entendu, et heureusement, ce sont aussi des séries qui montrent aussi qu'il s'agit d'univers où l'entraide, le sens du collectif peuvent parfois primer. Enfin, donc, ce sont des séries, je pense, qui sont évidemment profondément ambivalentes et dont l'intérêt est aussi de pouvoir traiter plus largement de ces questions liées au travail, à l'effort dans la société contemporaine. Alors, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il s'agit de séries qui seraient le reflet de leur contexte de production ou de l'univers du travail. Absolument pas. Mais donc c'est un point de vue qui est tout à fait intéressant sur ces questions-là.
En conclusion, vous employez le terme d'ailleurs très paradigmatique, l'expression très paradigmatique, paradoxes américains. Est-ce que vous pourriez, sans tout dévoiler bien sûr, parce que l'intérêt de livres en série, c'est aussi de donner envie aux lecteurs de, pourquoi pas cet été, sur la plage, de lire sur les séries, mais qu'est-ce que vous avez voulu entendre dans cette conclusion? Alors, vous avez absolument raison. Je pense que mon souhait, ce serait avant tout que les auditeurs puissent, alors certes, lire mon livre sur la plage, qui me semble une très saine lecture, et aussi regardent donc, plusieurs des séries en question, donc, soit pour les découvrir ou pour les revoir, bien entendu. Alors en fait, ma conclusion donc, s'intitule en effet Paradoxe américain. Bon, il ne s'agit évidemment pas de spoiler toute la fin du livre, mais je peux revenir sur le fait qu'à plusieurs moments, notamment dans la dernière partie, je reviens sur cet aspect paradoxal des séries. Alors pour prendre un exemple concret, donc il me semble que plusieurs séries, alors j'étudie notamment Nashville, Glee et Empire à ce sujet, ont un traitement étonnant, voire paradoxal, des questions raciales. Alors, il n'est pas du tout étonnant que des séries musicales traitent des questions raciales, c'est presque une tradition, que ce soit dans le cinéma ou les séries musicales américaines. Mais le traitement qui en est fait dans ces séries des années 2010 est tout à fait étonnant, voire paradoxal. Pourquoi ? Parce que à plusieurs reprises, dans plusieurs épisodes, on a des séries qui vont finalement nous paraître prendre à bras-le-corps ces questions. C'est le cas dans Glee à plusieurs reprises, où vont être mis sur le devant de la scène les interprètes noirs de la série qui vont, par exemple, se livrer à une interprétation d'un titre de R&B ou d'une chanson qui se situerait plutôt dans une tradition de la musique noire. Le récit va aussi s'intéresser à ce type de questions en évoquant justement les minorités raciales. Mais par une sorte de tour de passe-passe, de renversement dont j'étudie les mécanismes dans le chapitre, ces questions vont finir par être escamotées, par disparaître de façon tout à fait étonnante, pour soudain mettre en lumière. C'est le cas dans certains épisodes de Glee, c'est le cas aussi, de façon plus étonnante peut-être, dans certains épisodes de Nashville, donc pour mettre en lumière et en avant des interprétations de personnages blancs ou la souffrance de personnages blancs. Donc ce que je montre, c'est que de façon paradoxale, on va passer par un mélodrame noir, donc par la mise en avant de questions raciales, pour finalement aboutir à la mélodramatisation, en quelque sorte, de problèmes touchant strictement les personnages blancs. Donc, c'est-à-dire que les questions raciales vont être escamotées et effacées. Voilà, donc c'est ce type de paradoxe, finalement, auquel je m'intéresse dans cette dernière partie. Pierre-Olivier Touzla, merci beaucoup pour la présentation de votre ouvrage. Je rappelle le titre, Backstage, scènes et coulisses des séries musicales, paru en février 2021 aux presses universitaires François Rabelais dans la collection Serial. Je rappelle aussi, vous êtes maître de conférence en études cinématographiques à l'Université de Paris. Voilà, on recommande donc cet ouvrage que vous pouvez trouver bien sûr chez votre libraire et aussi sur Internet. Pierre-Olivier, merci, puis à bientôt peut-être dans le podcast pour la présentation d'une série musicale. Merci beaucoup Nicolas, et à très bientôt j'espère. Oui.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.